Le Premier ministre, bienvenue sur Métro News. Bonsoir, Monsieur Klein. Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices, les téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé Métropole. C'est toujours avec plaisir que je réponds à vos invitations pour essayer d'analyser la situation politique de notre pays qui est des plus complexes. À qui le dites-vous? Mais vous savez aujourd'hui, Monsieur Evans-Paul, que vous passez pour l'un des rares sages qui existent encore dans ce pays. Eh bien, il faut faire l'effort de garder l'équilibre. Nous avons besoin de la sérénité et c'est justement ce qui manque dans l'évolution dramatique de la situation générale de notre société. Et Monsieur Paul, commençons, si vous le voulez bien, par la menace que font peser quelques 70 députés de rendre la Chambre basse et donc le Parlement dysfonctionnel, sachant que le Sénat est déjà rendu dysfonctionnel par 4 sénateurs. Comment voyez-vous cette question? Quelles peuvent être les conséquences d'une telle action? Bon, je dirais qu'il y a une certaine confusion. Ce mécanisme ou cette stratégie a été annoncée par le président de la Chambre des députés, Monsieur Garibaudo, oui. Vite dénoncée par beaucoup de députés qui font partie de la majorité. Alors, ce que je pense, même s'il y avait ce projet sur le tapis, mais paraît-il qu'il est très difficile de l'appliquer vu le dégât que cela a déjà produit dans l'opinion. Vous parlez de dégâts produits dans l'opinion, à quoi faites-vous allusion? C'est-à-dire, c'est une manœuvre qui est très mal perçue par l'opinion. C'est une manœuvre qui est dénoncée par beaucoup de députés qui sont censés concernés. Alors, je ne pense pas qu'on peut continuer sur cette voie. Je ne pense pas non plus que ce soit la meilleure façon de gérer la situation. Les députés sont responsables devant leur mandat, ils sont responsables devant le pays, ils doivent s'assumer, assumer la responsabilité de gérer la situation et justement de trouver une voie raisonnable pour apporter les solutions adéquates à la situation déjà très complexe que nous vivons dans cette société. Oui, d'autant plus qu'ils étaient censés confirmer cette décision par une lettre officielle et que cette lettre officielle tarde à venir. Je pense que c'est très difficile d'aboutir à une décision pareille et paraît-il que la stratégie de fuite en avant n'a pas servi à cette dynamique. Bon, écoutez, on va fermer cette parenthèse. De toute façon, rien n'est encore fait. Ce ne sont que des menaces. Venons-en maintenant au gros dossier de la semaine. Attendu depuis longtemps, la Cour supérieure des comptes a finalement rendu son rapport final sur la question Petro-Caribé. Maintenant, à entendre et à lire les premières réactions, il semble que toute personne indexée à ce dossier sont déjà coupables dans l'opinion publique. Ça, ce n'est pas la démocratie. Je pense qu'il y a le bon côté de ce processus de recherche de la vérité sur la gestion des fonds de Petro-Caribé. Nous sommes au 4e rapport. Il y a eu 2 rapports
issu du Sénat de la République. Exact, Nous sommes au deuxième rapport de la Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs. C'est très bien, à mon avis, il faut en prendre acte. Je pense que c'est l'un des aspects positifs dans la politique haïtienne. Il y a une certaine dynamique démocratique. Le fait que une institution indépendante est capable de mener une enquête en toute indépendance et d'arriver même à épingler le président de la République. Alors, comme personne n'est au-dessus de la loi, le président a l'obligation d'y faire face, de la même façon que la démocratie permet à une institution indépendante comme la Cour supérieure des comptes d'enquêter sur n'importe quelle personne, quel que soit son titre ou sa position, mais c'est la même dynamique démocratique qui donne le même droit aux personnes épinglées de se défendre. Un rapport n'est pas un acte de condamnation. Le rapport rentre dans un processus. Il va falloir que les autorités compétentes au niveau de la justice, au niveau du cabinet d'instruction, prononcent le mot du droit. Et ça fait partie d'une procédure qui sera assez longue. Bien sûr. Maintenant, petite parenthèse, Monsieur le Premier ministre. Kessler Farrell a fait cette réflexion ce matin, je vous la lis telle quelle. La Cour supérieure des comptes a épinglé la Cour supérieure des comptes. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que le rôle premier de la Cour supérieure des comptes, c'est précisément de veiller à ce que les contrats signés soient conformes aux règles. Et question, mais où était la Cour supérieure des comptes quand ce scandale s'est déroulé pendant des années? Pourquoi n'ont-ils rien fait et qu'ils arrivent aujourd'hui avec une condamnation totale? Messieurs, où est-ce que vous étiez pendant que ce scandale se produisait dans le pays? Eh bien, c'est l'aspect fondamental de ce rapport, le fait que la Cour supérieure des comptes n'a pas épargné la Cour supérieure des comptes. Exact. Dans ce sens que la Cour supérieure des comptes a même souligné sa responsabilité. Paraît-il qu'il y a des fonds qui ont été utilisés par cette Cour et qui n'ont pas été très bien justifiés. Et tout le monde sait qu'il y a des procédures administratives. Il ne peut pas y avoir de contrat sans l'aval de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Exact. Il y a un contrôle a priori qui est censé exercer par cette Cour. Maintenant qu'il y a ce problème, il ne faut pas uniquement rester figé sur les quelques personnes qui sont indexées, mais il faut voir aussi la faille, la faiblesse de tout un système qui est censé faillir à leur responsabilité de contrôle. D'accord, oui. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Bon, une des conséquences de la parution de ce rapport, c'est que, même si c'est vrai depuis quelque temps déjà, on constate depuis la parution du rapport qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour exiger la démission du président Jovenel Moïse. Ça vient de partout, du privé, du public, des entrepreneurs, enfin, plein de gens aujourd'hui disent que le début d'une possibilité de sortie de crise passe par la démission du président Jovenel Moïse. Quelle est votre position sur cette question? Bon, il y a beaucoup de secteurs qui avaient toujours voulu la démission du président Moïse. Une démission, c'est un acte volontaire. Il y a d'un côté la possibilité que le président
se décide lui-même de démissionner, et l'autre aspect qu'on porte le président à démissionner. Pour porter le président à démissionner, il fallait qu'il y ait un acte d'accusation formelle. Il fallait aussi que ce processus, cette possibilité soit adressée par des autorités compétentes. Alors, dans la situation haïtienne, je pense que seulement le Parlement peut porter le président à démissionner. Mais d'un autre côté, il ne faut pas rentrer dans un jeu de facilité. Le fait qu'il y ait un rapport défavorable, un rapport qui a épinglé le président n'est pas la seule personne à être épinglée. Il est clair que le fait qu'il est président de la République, qu'il est la personne la plus affectée par ce rapport, mais je pense qu'il faut voir le rapport dans sa globalité. Le rapport montre la défaillance de tout un système administratif et le président, malheureusement, est épinglé, mais il faut lui donner la possibilité et le temps de se défendre. Il a le droit aussi de se défendre de la même façon qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Mais, Monsieur Paul, on a vu dans d'autres pays à l'étranger, que ce soit en Europe, au Japon et tout, lorsqu'un ministre ou un haut responsable est mis en accusation, dans les heures ou au plus tard dans les jours qui suivent, cette personne propose sa démission de façon à pouvoir laisser la justice suivre son cours et donc prendre... Faire sa défense. Est-ce que finalement ce n'est pas ce que toutes ces voix qu'on entend aujourd'hui suggèrent au président Moïse en disant comme vous êtes indexé, comme vous êtes accusé, le mieux serait peut-être, si vous n'avez rien à vous reprocher, de démissionner et de vous mettre à la disposition de la justice. Il y a eu les deux attitudes des gens qui se sont empressés de démissionner, sitôt qu'ils soient épinglés, même à tort ou à raison. Mais il y a eu aussi d'autres attitudes des gens qui sont restés en poste jusqu'à ce qu'il y ait une décision de justice. Je peux faire référence à la situation de l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, qui a attendu jusqu'à la décision finale de la Cour suprême quand il a été impliqué dans l'affaire Monica Lewinsky. On a actuellement la situation de l'actuel président des États-Unis qui est visé dans une enquête. On parlait de collusion avec un pays étranger dans le cadre de son élection à la présidence des États-Unis, mais il est toujours en poste. Je pense et ce fut aussi le cas du président Sarkozy en France. Les choses, tout le monde ne peut pas avoir la même attitude, d'autant plus, même si on doit saluer, on doit encourager le courage des responsables actuels de cette Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, n'empêche qu'il y a certains problèmes dans le rapport. Je ne dis pas que le fait qu'il y a des problèmes, que le rapport n'est pas valable, loin de là. Mais on a signalé, d'ailleurs, on a dû produire une autre version de ce rapport, même si c'était pour corriger des fautes dites matérielles. J'ai entendu certains démentis, par exemple, il est mentionné dans le rapport que deux entreprises se sont servies du même numéro de patente. Bon, cette information est démentie par la DGI. Alors, le rapport reste un rapport sur lequel on peut travailler parce que dans cette procédure, il y a toujours rapport contre rapport. Et ça fait l'objet d'un processus de justice. Il faut s'attendre que l'État haïtien soit capable de prononcer le mot du droit, et ceci doit être fait à travers des autorités compétentes
En cette matière, il s'agit des autorités de la justice au niveau d'abord du cabinet d'instruction avant d'arriver à un niveau supérieur déterminé. Chambre d'accusation. OK, alors maintenant, Monsieur le Premier ministre, pour terminer, je vais vous demander à vous, personnellement, au sage que vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous, personnellement, vous préconisez? Quelle solution préconisez-vous là, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, pour que on puisse amorcer une certaine sortie de crise? Moi, je pense que la rue a fait son travail. Il appartient aux institutions d'assumer leurs responsabilités, d'assurer le suivi. On ne peut pas organiser un procès dans les rues. Et il s'agit d'un procès très technique avec des chiffres, un procès qui concerne 3 administrations présidentielles sur 11 ans. Ça demande du temps parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire un procès bâclé, ce ne sera pas bien pour la démocratie, mais il est dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de tous les citoyens, pour la moralité politique du pays, pour le bien-être des gens qui sont surtout épinglés. Il est souhaitable que ce procès soit organisé dans les meilleures conditions, sans précipitation, sans émotion, en s'assurant de l'application de la loi. Une toute dernière question, très rapidement, Monsieur Evans-Paul. Certaines personnes aujourd'hui évoquent la possibilité, si la situation n'évolue pas rapidement, si les choses continuent à se dégrader comme elles le font, certains évoquent la possibilité que nous ayons à subir une occupation étrangère. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Ça, il faut l'éviter à tout prix. Mais pour l'éviter, il faut avoir des attitudes beaucoup plus responsables de la part de nos autorités, tant au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif, parce que nous constatons une certaine débandade. D'abord, au niveau de l'exécutif, on a eu 2 ministères en grève depuis plus de 2 mois, le ministère du Commerce, le ministère de la Planification, avec des conséquences néfastes sur la population. Et toutes ces situations augmentent la complication de la vie des Haïtiens au niveau quotidien, sur le plan, je dirais, des conditions de vie de tous les Haïtiens, je dirais même sans distinction, en particulier les gens les plus défavorisés. On a constaté l'impossibilité au niveau du Sénat de la République d'organiser une séance. On a entendu ce qui est en train d'être tramé au niveau de la Chambre des députés. On observe également une grève au niveau des juges, des magistrats. Alors, ceci montre clairement nous sommes une société en débandade et la conséquence néfaste, c'est pour la population qui fait face à une ambiance d'insécurité, à la cherté de la vie. Alors, mon appel, c'est d'abord un appel à la responsabilité, que les gens qui sont au pouvoir comprennent le sens de leurs responsabilités et de veiller à ce qu'ils agissent dans le sens des intérêts de la population, que les gens qui sont dans l'opposition veillent à ce que leurs démarches n'aboutissent pas à aggraver la situation du peuple haïtien et surtout de créer une ambiance qui nous emmène encore à une nouvelle occupation étrangère, ce que je ne souhaite pas pour le pays, ce que aucun Haïtien conséquent
n'aurait souhaité pour la patrie de Jean-Jacques Dessalines. Bien sûr, mais quand on constate que le pays est non gouverné et apparemment non gouvernable, quand on constate que les autorités chargées de faire avancer ce pays penchent plus pour leur intérêt personnel que pour l'état du pays, la conclusion est que l'OEA, pour ne parler que de cet organisme, risque de mettre son nez dans l'affaire et de prendre le relais. C'est très difficile maintenant sur le plan international qu'une institution, même s'il s'agit de l'OEA ou de l'ONU, de prendre la gouverne d'un pays indépendant. C'est très compliqué, il faut toujours un consensus international. Et ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, sauf s'il y a une catastrophe et on pourrait toujours trouver une brèche pour agir au nom pour protéger les vies et les biens, pour éviter une catastrophe humanitaire. Alors nous sommes déjà dans une sorte de catastrophe humanitaire, le fait que la plupart des Haïtiens ne peuvent pas manger à leur faim, le fait qu'il y a une ambiance totale de confusion, il y a une perte de confiance dans l'État, dans le pays. Et moi, je pense qu'il faut faire un effort et tout le monde prône le dialogue, mais la seule manière d'arriver au dialogue, c'est d'accepter que nous devons travailler ensemble, quelles que soient nos différences, et que finalement, il ne faut pas poser de conditions à un dialogue, il faut tout mettre sur la table, mais il faut accepter que les gens qui sont censés responsables de la dégradation de la situation, ce sont les mêmes qui doivent travailler à l'améliorer. Alors si je dois terminer avec une phrase que tout le monde peut comprendre, équipe qui prend goal là, c'est Ligue de remettre goal là. Très, très bonne conclusion, Monsieur Evans-Paul, et nous allons donc conclure sur ces paroles de sagesse. Merci infiniment d'avoir accepté de nous parler ce soir, et bonne fin de soirée. Merci et à bientôt. À très bientôt, Monsieur le Premier ministre. Voilà, c'était l'ex-Premier ministre Evans-Paul qui donnait son sentiment sur la situation et plus particulièrement sur deux aspects, sur le dysfonctionnement du Parlement, sur la publication du rapport de la Cour supérieure des comptes et les conséquences que ça peut avoir dans les jours qui viennent. Deux députés dénoncent les dérives qui se sont développées au sein des institutions haïtiennes depuis la fin des années 80. Rolf Papillon, député de Corail, et Price Sipien, député de Thomazeau, ont parlé de comédie pour décrire les événements qui se sont déroulés la semaine passée au Sénat. Ils déplorent une faiblesse dans les règlements intérieurs des deux chambres qui transforment les parlementaires en intouchables. Le Parlement haïtien est au plus bas de son prestige. Et je pense qu'il y a des corps qui ne fonctionnent, qui n'existent, qui ne trouvent leur autorité que dans leur prestige. Et lorsque le prestige du Parlement est attaqué, comme ça a été le cas pour l'armée d'Haïti, on a vu tout de suite ce qui s'en est suivi. Donc cela m'attriste de voir cela. Mais ceci dit, je pense que la population, c'est-à-dire les électeurs, ne doivent pas complètement se décharger de la responsabilité parce que c'est une co-responsabilité. Les sénateurs, ils ont un comportement en bas, mais les électeurs qui ont choisi ces sénateurs-là, ils ont aussi une responsabilité. Et je pense que les sénateurs, en se comportant ainsi la dernière fois, ont franchi le Rubicon. Ils ont, pour moi, avili le Sénat à tout jamais, et cette génération gardera pendant longtemps le souvenir d'un Sénat avili. C'est le triomphe de la médiocrité. Dans le temps, on parlait des honorables sénateurs, des honorables députés, mais ce qui s'est passé la semaine dernière ne fait pas honneur
au Parlement. Je ne dis pas seulement au Sénat, mais au Parlement. L'aspect d'honorabilité a pratiquement disparu avec ces actes barbares que ces sénateurs, je ne sais pas, est-ce que c'est en vertu de la démocratie ou, comme disait le professeur Eddy Arnald-Jean, de la voyoucratie qui s'est développée en Haïti depuis 1986. Donc ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible et je pense que le jeu démocratique doit se faire à travers les échanges, à travers la parole, à travers les positions au niveau de la chambre à laquelle on appartient, mais pas ce qu'on a vu. Et puis là encore, c'est de l'irrespect pour l'argent des contribuables. Je pense que c'est l'argent des contribuables qui a permis de meubler le Sénat. Et puis quand on prend ça et on dit déjà que le Parlement est budgétivore, mais avec quoi on va remplacer ces meubles qui étaient en état et qu'on a écrasé comme on a vu. Le sénateur Sénatus a eu à dire que c'est pas du tout un problème. Il peut utiliser 2 mois de son salaire pour... Non, moi je pense qu'il faut cesser de faire des démagogies. Donc on est une institution, l'institution doit fonctionner en tant qu'institution. C'est une institution composée d'hommes d'État, on doit se comporter en homme d'État. Je pense que la population doit prendre note. Mais il y a longtemps qu'on a cessé d'être des hommes d'État. Il faut dire, maintenant, il n'y a qu'un tas de petits hommes, en bas, et particulièrement, je dois dire à tous les niveaux. À tous les niveaux, que ce soit au niveau du Parlement ou au niveau de l'exécutif, on est en train de vivre des situations incalculables, des situations et comme si on était dans des contes de fées. Donc moi je pense que la population doit prendre acte de ça, ceux qui vont voter, et je souhaite vivement qu'il y ait une meilleure législature pour la 51e, parce que ce qu'on a vu là, le dysfonctionnement de la Chambre, qu'on voit à l'œil nu, le dysfonctionnement de la Chambre, que ce soit du Parlement, que ce soit au niveau de la Chambre ou au niveau du Sénat, on ne fait pas une telle chose à un pays. Il faut respecter une nation quand même.